C'est un désaveu cinglant. On est désormais le cancre de l'Europe. Mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière, déjà on n'est pas déçus. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je sais pas comment il fait. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pauvre Bruno Le Maire. On n'avait pas vu une telle déferlante de critiques depuis qu'Aya Nakamura a été choisie pour ouvrir les JO de Paris. Tout le monde lui tombe dessus en même temps, et si parfois j'avoue que j'aimerais bien être à sa place, pas là. Amateur, tocard, pantin, incompétent, mais qu'est-ce qu'il a fait qui lui vaut de se faire clouer au pilori à la une de tous les médias jusqu'au bon vieux JT de 20h ? Le 12 mars 2024, la Cour des comptes a publié un rapport cinglant dans lequel elle juge la situation des finances publiques préoccupante et parle d'une trajectoire de gestion du déficit public fragile et sans ambition. Au départ, la dette française, hors de contrôle, qui dépasse les 3 088 milliards d'euros et qui augmente plus vite que le PIB, et le budget de l'État qui n'en finit plus d'augmenter pendant que les recettes se réduisent. Et parce qu'une tuile n'arrive jamais seule, 2 semaines plus tard, l'INSEE vient en rajouter une couche. Au moment où Bruno essaye de se faire oublier, le célèbre Institut français annonce un déficit public inédit dans toute l'histoire de la Ve République de 5,5% du PIB et plus gros que prévu de 13%. Manifestement, quelque chose ne va pas du côté de Bercy, d'autant plus que le budget de 2024, souvenez-vous, a été rejeté à l'Assemblée nationale avant d'être validé en force par 49-3. Ça s'appelle la responsabilité. Pas étonnant que Bruno enchaîne les bad buzz et qu'on lui fasse porter les torts en ce qui concerne l'état des finances publiques, à coups de bonnes vannes et de jeux de mots cocasses. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Mais plus sérieusement, en plus de l'opposition, le monde économique entier observe la situation avec le plus grand intérêt. La France, désormais 7e puissance mondiale contre 5e en 2016, se retrouve aussi le 3e pays le plus endetté d'Europe, affiche le plus gros déficit commercial du continent et l'un des budgets les plus déséquilibrés en dépit des promesses de coupes budgétaires et des plans d'austérité. Évidemment, cette situation pose beaucoup de questions, comme par exemple, comment ça se fait ? Comment on en est arrivé là ? Où est passé tout cet argent ? Et à qui est-ce qu'on doit le rembourser ? Et à l'heure où la France cherche à restaurer sa souveraineté dans plusieurs domaines et que la récession s'installe, le poids de la dette, boosté par les taux directeurs élevés, commence à poser de sérieux problèmes, pour lesquels notre ministre des Finances n'apporte pas beaucoup de solutions. Pourtant, Bruno a confiance. Il continue de croire qu'en cherchant de l'argent où il n'y en a pas, il va pouvoir boucler son objectif de descendre le déficit du budget sous les 3% du PIB en 2027 et baisser le montant de la dette qui atteint 112% du PIB à 108,1% du PIB en 2027. Comment compte-t-il s'y prendre et qu'est-ce que ça va changer pour vous et moi ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Va-t-il réussir ? Bon, là en revanche, je suis moins optimiste que lui, la Cour des comptes non plus, toute la question étant de savoir comment la France peut se sortir de ce mauvais pas. Mais avant, je vais juste vous parler de notre partenaire de confiance, le broker XTB. Pourquoi le recommandons-nous ? La raison est simple, XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 € par mois. XTB réunit maintenant plus d'1 million de clients. C'est incroyable, non ? Imaginez pouvoir trader plus de 3500 actions et 400 ETF, même avec 1 € et sans aucun frais. Si, comme nous, vous aimez investir régulièrement de petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Et ce n'est pas tout, l'interface de XTB nommée X-Station est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse technique pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez que XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, mais également Ripple. Mais attention, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB ? Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Money Radar. Si Bruno Le Maire se fait autant secouer en début de printemps, c'est que le banquier de la France a téléphoné. Il a dit que jamais il n'avait vu un tel chaos, qu'il allait falloir trouver des solutions FISA pour remettre les comptes du pays dans les clous, et ça, c'est le job de Bruno.
La France a fini plus mal que prévu en 2023, avec un déficit budgétaire de 5,5% du PIB, soit un trou de 154 milliards d'euros, de 13% supérieur aux prévisions, et qui vient porter la dette nationale déjà colossale à 3 088,2 milliards d'euros. Vous voyez ces adorables bambins ? Chacun d'entre eux doit déjà la modique somme de 45 160 euros. C'est presque 2 fois plus qu'un Allemand, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car quand on parle de 3 088 milliards de dettes, il ne s'agit que de la dette explicite, par opposition à la dette hors bilan, évaluée, elle, à plus de 4 400 milliards d'euros. Je vous laisse faire le total. Selon les estimations, et dans la situation actuelle, les intérêts de la dette française en 2024 vont s'élever à 49 milliards d'euros. C'est presque la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu. La facture va ensuite grimper à 65,1 milliards en 2026 et à 74,4 milliards en 2027. En tout, il va falloir trouver près de 295 milliards d'euros ces 5 prochaines années uniquement pour payer les intérêts. C'est plus ou moins l'équivalent du total des recettes du budget général de 2023. Pour ne rien arranger, la France, en plus, va devoir faire face cette année à une échéance de 174 milliards d'euros et à une autre de 200 milliards fin 2025. Et le budget de l'État de 2024 prévoit une nouvelle tranche d'emprunt cette année, 285 milliards pour financer des dépenses encore une fois largement supérieures aux ressources. Ce qui pose problème, c'est que le gouvernement s'est lancé dans une grande croisade pour reconquérir son indépendance énergétique, militaire et technologique, et que ce n'est pas compatible avec l'existence de créanciers dont le pouvoir s'exprime par des nombres à 13 chiffres. Si tout le monde peut acheter de la dette française, un petit nombre de gros acheteurs étrangers en détiennent la moitié et sont des habitués à chaque nouvelle tranche émise. C'est le cas du Qatar et de l'Arabie Saoudite par exemple, de bons clients qu'il faut chouchouter. Mais mis à part ça, Bruno Le Maire affronte la tempête de critiques et persiste. Il maintient l'objectif d'abaisser le déficit public en dessous de 3% du PIB d'ici à 3 ans, comme l'exigent les accords de Maastricht, et d'abaisser la dette sous les 110% du PIB. Alors évidemment, comme beaucoup de Français, on s'interroge sur la trajectoire de sa politique budgétaire et on se demande comment tout ça est possible. Pour répondre, on va passer rapidement par la case fondamentaux, le temps de comprendre le lien entre le budget de l'État et la dette de l'État. Cette dette ne date pas d'hier. Elle a commencé à grimper quand le budget de l'État est devenu débiteur chronique, ce qui nous ramène pour l'époque moderne à 1974, une année exceptionnelle pour le Pauillac et le Margot. À partir de là, chaque année, la France a dépensé plus que ce qu'elle a encaissé. Autrement dit, le coût des investissements et du fonctionnement des services publics a systématiquement dépassé le total des recettes, ce qui l'a obligée à emprunter pour financer la différence. Au terme de X années, elle en a fait une habitude, les déficits se sont accumulés et transformés en cauchemar pour n'importe quel comptable national. Cette dette, le gouvernement, le département ou la région la contracte auprès des marchés, généralement en émettant des obligations. Et aujourd'hui, c'est l'agence France Trésor qui est chargée de trouver des contreparties. N'importe qui peut acheter de la dette française. Elle est même très appréciée par les fonds d'investissement, les banques, les assureurs et les particuliers. Depuis les premiers assignats émis il y a plus de 200 ans, la dette française a toujours eu la réputation d'être solide et la France d'être bonne payeuse, et les agences de notation lui accordent une grande confiance. Pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, c'est tout le contraire. La France ne paye rien du tout. Comme beaucoup d'économies basées sur le modèle anglo-saxon de l'argent infini, depuis 40 ans, elle ne fait que payer les intérêts sans jamais rembourser le capital qui lui a été prêté. Le moment venu, chaque échéance est payée au moyen d'un autre emprunt. On appelle ça « rouler la dette » ou encore « consolider », un mot bien choisi. Avec ce système, pierre qui roule amasse de la mousse et même beaucoup de mousse. Quand on ne rembourse pas, le montant de la dette ne peut plus que grimper et les intérêts suivent. Tout le talent du premier comptable de la France, le ministre des Finances, c'est de parvenir à maintenir l'équilibre entre les besoins de l'État, ses ressources et le niveau de la dette, quelle que soit la conjoncture économique. Évidemment, c'est plus simple quand tout va bien, quand les taux sont bas et que l'activité économique roule. Mais que les taux d'intérêt montent ou que l'activité économique soit perturbée, il faut alors plus que du talent. Dans notre histoire, certains s'en sont plutôt bien tirés, comme Antoine Pinay sous le général de Gaulle, Raymond Poincaré sous Gaston Doumergue et Jérôme Cahuzac sous François Hollande. Non, pour Cahuzac, c'est une blague, c'était juste pour voir si vous suiviez. La crise, c'est le deuxième cauchemar du comptable national parce qu'elle oblige à avoir recours à des mesures vigoureuses et qu'elle fait souvent plonger les finances publiques avec elle, et plus encore depuis 25 ans. La crise des dot-com, la crise des subprimes, la crise sanitaire ou la crise énergétique, la solution est dorénavant toujours la même.
L'État a pris la vilaine habitude de sortir la planche à billets, devenu le remède à tout. Mais les effets secondaires sont puissants. D'abord, la dette française a doublé depuis 2010 et triplé depuis 2003. Ensuite, chaque recours massif à la dette a provoqué des crises inflationnistes et des bulles un peu partout, puisque tout l'argent a fini aux mêmes endroits, grosso modo, les bourses et l'immobilier. C'est ce à quoi on assiste en ce moment, et vu le contexte économique, c'est aussi ce qui nous fait croire, aux agences de notation, à la Cour des comptes, à la Banque de France et à moi, que les finances de la France n'ont pas fini de déraper. Ce qui nous ramène à Bruno Le Maire, accusé de tous les maux et sommé de réagir presto avant que la situation ne se dégrade encore un peu plus. Car oui, ça pourrait être pire. Si le 26 avril prochain, les agences Moody's et Fitch décidaient de dégrader la note de la dette française, l'État, qui emprunte à 2,83% au 29 mars 2024, pourrait voir ses conditions augmenter, ce qui donnerait juste le petit élan nécessaire pour le faire basculer dans une spirale d'endettement infernale. Avant de voir ce que nous propose notre ministre des Finances pour redresser la situation, faisons un rapide bilan de ses réalisations. En 6 ans et 10 mois, Bruno Le Maire a écrit 7 romans, une productivité digne d'un écrivain à plein temps comme Stephen King, mais il a surtout échoué à tenir les objectifs qu'il s'était fixés dans son métier officiel. En même temps, on sait qu'il ne fait pas toujours ce qu'il annonce. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Quand il prend les commandes, la France est endettée à hauteur de 98% de son PIB, soit 2147 milliards d'euros. Le déficit du budget de l'État reste élevé, 67,7 milliards d'euros, mais il est en baisse légère et régulière depuis 2010 et la croissance de la France, 5e puissance mondiale, est alors de 2,2%. Les recettes de l'État atteignent 249 milliards d'euros et sont plus élevées que prévu de 5 milliards et demi, avec des recettes fiscales en hausse de 5,5%. Enfin, les dépenses de l'État sont restées stables autour de 300 milliards d'euros pendant 4 ans jusqu'en 2016. Elles atteignent alors 314 milliards avant que l'actuel patron de Bercy ne présente sa première loi de finances à lui. Juste avant la pandémie, le total des dépenses est monté à 336 milliards, c'est déjà 7% de plus, et 7 ans plus tard, 453 milliards, c'est 44% de plus, surtout que pendant la même période, l'économie n'a progressé que de 13% seulement. À côté, les ressources baissent. Logique, vous me direz. Il y a eu la crise sanitaire et l'activité économique française a été durement frappée par le stop-and-go post-confinement. Quand c'est comme ça, l'État encaisse moins de taxes. Mais il n'y a pas que le contexte morose ambiant. Le cas de la France est aussi le résultat d'une volonté politique, et c'est ce qui vaut aujourd'hui à Bruno de se faire aussi vertement tancer. Revenons à 2018 et à la loi de finances qui prévoit la réforme de la taxation du capital. Souvenez-vous, l'impôt de solidarité sur la fortune était remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, les dividendes taxés à 30% au titre du prélèvement forfaitaire unique et l'impôt sur les sociétés était abaissé de 33,1% à 25%. Grâce à elle, Bruno Le Maire est fier d'avoir offert près de 50 milliards d'euros d'allègements fiscaux en 5 ans. Mais était-ce bien le moment ? Pas de chance, il y a eu le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire et le bouclier énergétique pendant la crise gazière, qui ont coûté 240 milliards d'euros pour le premier et 34 milliards pour le deuxième. Résultat, 7 ans plus tard, la Cour des comptes réclame Manu Militari dans son rapport de ne pas se limiter aux très insuffisants 10 milliards proposés par Bercy dans son plan d'austérité. Pour Bruno Le Maire, les décisions étaient les bonnes. Le responsable, c'est l'État social. Il faut réduire tout ce qui coûte un pognon de dingue et accessoirement tout ce qui aide les plus précaires à garder la tête hors de l'eau. Ça commence par l'assurance chômage, réformée 3 fois depuis la première élection d'Emmanuel Macron, avec chaque fois réduction des délais d'indemnisation, ce qui n'a jamais eu aucun effet sur le taux de chômage, ni en France, ni dans aucun pays. En revanche, la mesure pousse toujours plus de membres des classes populaires vers la précarité et a un effet délétère sur la consommation intérieure, l'activité et par rebond sur les taxes. Le secteur de la santé sera la victime suivante. Pourtant déjà sinistré entre crise des hôpitaux et déserts médicaux, et après s'être attaqué aux arrêts maladie, les lois de finances pour 2024 et 2025 parlent de modifier la liste des affections de longue durée, de doubler la franchise sur les médicaments et de dérembourser une nouvelle tranche de spécialité. Pour rentabiliser le RSA, mettons les improductifs au travail et le voilà habillé en contrat de travail à temps partiel, 15 heures par semaine, soit plus ou moins 65 heures par mois, pour 10 € et 9 centimes net de l'heure. Enfin, attention aux APL, encore une fois dans le viseur de Bercy, qui les accuse de finir directement dans la poche des propriétaires. C'est un comble. La précédente réforme de l'aide au logement en 2021 avait permis de dégager 1,1 à 1,2 milliard d'économies, selon un rapport du Sénat,
Mais la mesure a coûté cher aux foyers français parmi les plus fragiles, alors en pleine crise du logement. Les aides à la rénovation seront aussi rabotées et quelque chose me dit que les agriculteurs n'ont pas fini d'être en colère. En parallèle, le budget de fonctionnement total de l'ensemble des ministères va devoir baisser de 5 milliards d'euros, à l'exception du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. En 2021, ces deux ministères représentaient respectivement 4 et 8% du budget général. En 2024, c'est 15,3 et 13,6%. Pour info, le budget total des dépenses de l'État a augmenté de 29 milliards en 2023. Le traitement de choc s'annonce tellement intense que personne n'y croit. Pour compléter les économies et les coupes budgétaires, que propose le ministre des Finances pour faire rentrer de l'argent en plus ? Réponse ? Rien. Bruno Le Maire refuse ce qu'il appelle la voie de la facilité. Autrement dit, les impôts n'augmenteront pas et pas de taxation des superprofits non plus. Ce sont déjà les plus élevés au monde, mais malgré ça, ça fait longtemps qu'ils ne suffisent plus à assurer le train de vie du pays. Alors, récapitulons. Rien qui rentre et des coupes budgétaires d'une ampleur inédite dans l'histoire de la comptabilité nationale. Il ne manquerait plus que la loi de finances pour 2024 se base sur une prévision de croissance irréaliste pour compléter le tableau. L'année dernière, déjà, Bercy s'était trompé. On attendait 2,2% de croissance, on n'a eu que 0,9%. Et cette année, rebelote, la loi de finances pour 2024 se base sur 1,4% de croissance. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce qu'on reproche au ministre des Finances et à l'actuel gouvernement avec lui. Une politique budgétaire bien trop libérale, des prévisions bien trop optimistes, des solutions irréalistes, improbables selon Moody's, le dérapage des dépenses et les cadeaux fiscaux en faveur des contribuables les plus fortunés. Bon, mais maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et même peut-on encore faire quelque chose pour redresser la barre ? S'en prendre à notre système de protection sociale, c'est mettre des pansements, mais ça ne traite pas le mal, ça crée du malaise social, ça pousse les pauvres vers plus de misère, ça n'abaisse pas le taux de chômage, ça ne fait pas progresser le PIB, et force est de constater que ça n'améliore pas non plus les comptes de l'État. Il faut en revanche le rationaliser et chasser le superflu et la fraude. Ce qu'il faut à la France, c'est d'abord une réforme complète et profonde de son système fiscal, qui taxe aujourd'hui bien plus le travail que le capital, avec pour résultat une classe moyenne qui stagne, des PME et TPE écrasées par les charges qui survivent grâce aux subventions quand elles ne fraudent pas, une compétitivité en hausse et des classes populaires qui ne peuvent plus s'élever socialement. La France n'a jamais produit autant de richesses que ces 10 dernières années, et en grande partie à cause de notre système fiscal inégalitaire, encore plus depuis 2018, elles se sont concentrées entre les mêmes mains qui ont profité et profitent toujours de systèmes complexes pour la protéger. On vous prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Selon la Cour des comptes et le syndicat des finances publiques, la facture de l'évasion fiscale coûtera entre 60 et 100 milliards d'euros chaque année. Pas sûr que notre Bruno soit l'homme de la situation, celui qui mettra un grand coup de pied dans cette énorme fourmilière qu'il a contribué à façonner. Cela ferait fuir les grandes fortunes, et pourtant c'est bien là qu'est l'argent. Quant à la dette, il faut croiser les doigts pour une baisse des taux, et à moins d'un défaut de paiement qui pourrait entraîner une crise mondiale, une de plus, il y a peu de chances qu'elle dégonfle, surtout si le PIB fait du surplace. En résumé, il va donc falloir s'attendre à passer un mauvais moment, car la Cour des comptes est formelle, ce ne sont pas 10 milliards qui manquent, mais 50, et d'urgence. Rendez-vous le 26 avril prochain pour l'actualisation de la note de la France. Si le cas de Bruno Le Maire vous a touché et que vous avez envie de l'aider, surtout n'envoyez pas d'argent, mais mettez toutes vos idées pour renflouer rapidement les caisses de l'État dans les commentaires. Je suis persuadée que vous pouvez faire bien mieux que lui, et on ne sait jamais, s'il passe par là, il pourra peut-être trouver de l'inspiration. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine ou vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF, ainsi qu'une quarantaine de cryptos négociables en CFD. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans, réunit plus de 847 000 clients à travers le monde et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.